Un policier raciste se moque d'un adolescent noir au tribunal, puis découvre qu'il est un avocat de génie. Les couloirs de marbre du palais de justice du comté de Westbridge résonnèrent de murmures dès l'ouverture des portes. Ce n'était pas seulement le bruit qui attirait l'attention, mais l'énergie qui s'ensuivit, le genre de changement d'air qui précède une tempête. Les têtes se tournèrent dans un frémissement de curiosité et de suspicion lorsqu'un adolescent grand et mince franchit les lourdes portes, son costume gris anthracite impeccable et repassé, sans un pli en vue. Ses chaussures, cirées comme un miroir, claquaient légèrement le sol tandis qu'il avançait, mesuré, calme et seul. Pas de parents, pas d'avocat à ses côtés, aucun signe de nervosité ou d'immaturité, seulement un regard calme et la posture inébranlable de quelqu'un qui savait exactement pourquoi il était là et ce qu'il comptait faire. Isaiah Wynne avait 17 ans, était noir et clairement déplacé, du moins selon les critères traditionnels d'un tribunal. Ses cheveux tressés étaient soigneusement attachés derrière sa tête, et sa posture, grande et assurée, ne cédait pas sous le poids des dizaines d'yeux qui l'observaient. Il ne ralentit pas. Il ne jeta pas un coup d'œil autour de lui. Il se dirigea résolument vers la table de la défense, au premier rang, ouvrit calmement un dossier en cuir usé et le posa à plat sur le bois ciré avant de s'asseoir. Le procureur, un homme d'âge moyen aux cheveux lisses et à l'air suffisant, retenait à peine son sourire. Il se pencha pour murmurer quelque chose à son assistant, un petit rire s'échappant dans sa barbe. L'huissier, debout près du banc du juge, haussa un sourcil et fit un geste subtil vers le garçon, comme s'il hésitait à intervenir. Le juge Hollister, un homme grisonnant d'une soixantaine d'années, connu pour son formalisme et sa rigidité, regarda par-dessus ses lunettes le rôle devant lui, les sourcils froncés. Le juge parla lentement, d'un ton à la fois confus et légèrement condescendant, remarquant que le jeune homme s'était trompé de place et que l'accusé serait amené sous peu. Isaiah ne broncha pas. Il ne balbutia pas et n'hésita pas. Au lieu de cela, il informa le tribunal d'une voix aussi douce et posée que du granit poli qu'il représentait l'accusé. Il était l'avocat. Des murmures fusèrent dans la salle d'audience comme de l'eau tombant sur de l'huile bouillante. Certains spectateurs se penchèrent en avant, d'autres chuchotèrent entre eux, les sourcils levés, l'incrédulité gravée sur leurs visages. Le juge Hollister marqua une pause, clignant des yeux, cherchant à déterminer s'il s'agissait d'une plaisanterie. Mais Isaiah ne sourit pas. Il ouvrit son dossier et commença à disposer les documents, marqués et étiquetés, la main ferme, comme celle d'un chirurgien se préparant à une opération. Ses doigts ne tremblèrent pas, ni son regard ne trahissait le moindre doute. L'accusé, Leon Vance, était en détention depuis près de 3 mois. Un sans-abri noir d'une quarantaine d'années, aux joues creuses, boitant et au regard de quelqu'un qui avait été mis à l'écart de la société pendant bien trop longtemps. L'arrestation a eu lieu devant un magasin d'alcool délabré du sud de la ville, un endroit où la police n'est intervenue qu'après un incident. Selon le rapport de police officiel, Léon s'était jeté sur l'inspecteur Mark Tullis avec un tesson de bouteille, hurlant de manière incohérente. Tullis a affirmé avoir dû le maîtriser en état de légitime défense. Aucun autre témoin n'était cité. La caméra de sécurité du magasin ne fonctionnait mystérieusement pas ce jour-là. La caméra embarquée du véhicule de police était bloquée par une benne à ordures. Et la caméra corporelle de Tullis, coïncidence, avait été éteinte accidentellement. Cependant, ce qui aggravait la situation, ce n'était pas le manque de preuves, mais l'hypothèse que Léon, connu dans le quartier pour son comportement erratique et ses antécédents d'arrestation mineure, serait naturellement l'agresseur. Il souffrait de schizophrénie depuis la vingtaine, n'avait pas de logement stable et marchait souvent pieds nus dans le quartier en parlant tout seul. Pour beaucoup, il n'était pas un homme. C'était un problème, une statistique, un nom sur un registre dont personne ne se souciait jusqu'à ce qu'il devienne soi-disant violent. Isaiah s'en souciait. Il s'en souciait profondément. Personne dans la salle d'audience n'était au courant des innombrables nuits qu'il avait passées à éplucher dossiers, enregistrements de surveillance et jurisprudence dans l'ancienne bibliothèque municipale.
Personne ne voyait les longues journées passées dans le sous-sol encombré de la maison de Charles Darnel, son mentor, un avocat retraité spécialisé dans les droits civiques, connu pour défendre les sans-voix quand ce n'était pas populaire. Darnel avait perçu quelque chose chez Isaiah le jour où il l'avait vu démanteler un représentant du conseil scolaire lors d'un procès fictif, alors qu'il n'avait que 14 ans. Un an plus tard, Darnel conclut un accord avec le juge local pour permettre à Isaiah de travailler de manière informelle comme greffier. À 16 ans, Isaiah avait terminé des études de droit accéléré dans le cadre d'un programme d'études spécial pour les prodiges. Et maintenant, il était là, assis dans une salle d'audience où personne ne s'attendait à ce qu'il ait sa place. Le juge Hollister tenta de maintenir l'ordre. Il demanda à Isaiah de présenter une preuve de ses qualifications et Isaiah s'exécuta. Des documents signés par le barreau de l'État, notariés et scellés. Il y eut un moment de silence, tandis que le juge les feuilletait, les sourcils haussés à chaque page. Les murmures s'éteignirent lorsqu'il s'éclaircit la gorge et, avec une certaine réticence, lui accorda la permission de poursuivre. Et c'est là que les choses commencèrent à basculer. Isaiah demanda un report pour un examen plus approfondi des violations du protocole des caméras corporelles, exposant une jurisprudence révélant des enquêtes internes répétées sur des fautes impliquant Tullis. Les documents qu'il fournit provenaient d'une demande d'accès aux archives publiques qui, pour une raison inconnue, n'apparaissait pas dans les documents de communication de l'accusation. Il détailla, sans artifice, les biais statistiques des registres d'arrestation du côté sud, en se référant aux données municipales et aux conclusions du ministère de la Justice. Chaque mot qu'il prononça était calme, calculé et précis, frappant les fondements du dossier de l'accusation avec une efficacité chirurgicale. L'inspecteur Tullis, assis derrière l'accusation, les bras croisés et un sourire suffisant, ne sourcilla même pas. Son casier judiciaire avait toujours été protégé. Les plaintes contre lui avaient été enterrées, réorientées ou classées sans suite. Il avait des amis haut placés, des amis qui étaient présents dans la pièce en ce moment même. Une rangée derrière Tullis était assis le conseiller municipal Bradley Reese, un homme politique aux cheveux blancs, au bronzage permanent et aux dents trop blanches pour être vraies. À côté de lui, le maire adjoint Curtis Nolan, le regard dur et désapprobateur. Tous deux étaient des acteurs clés d'une discrète tentative d'extension des contrats municipaux avec le secteur des prisons privées. Plus il y avait de condamnations, plus il y avait de financement. Des agents comme Tullis étaient des pions essentiels dans leur jeu, et Leon Vance. Il n'était qu'un dossier de plus à traiter. Mais ce qu'aucun d'eux ne pouvait voir, du moins pas encore, c'était la tempête qu'Isaiah avait déjà commencé à semer. Il y a 2 semaines, dans un appartement à 3 pâtés de maison du palais de justice, Isaiah était tombé sur quelque chose. Tout avait commencé par une simple page, enfouie dans une boîte de dossiers que Darnel avait conservée de sa dernière affaire. Un procès pour homicide involontaire impliquant un jeune homme noir décédé en garde à vue. Le nom griffonné dans la marge, Mark Tullis. Ce jeune homme avait été arrêté devant le même magasin d'alcool. On y trouvait des traces de traumatisme contondant, des horodatages incohérents et une déposition de témoins supprimée d'un greffier depuis disparu. Cette découverte avait mis Isaiah sur une voie que personne dans cette salle d'audience n'attendait. Au cours des 2 semaines suivantes, il a retrouvé des dossiers hospitaliers, recoupé des rapports disciplinaires et même retrouvé un ancien policier qui avait discrètement pris sa retraite après avoir subi des pressions pour réécrire ses déclarations. Ce qu'Isaiah a découvert suggérait que l'affaire Léon n'était pas un incident isolé, mais un schéma récurrent, un schéma qui dévoilait plus qu'un seul mauvais flic. Il impliquait toute une structure de silence et de complicité, des commissariats de police à la mairie. Mais il n'était pas encore prêt à tout révéler. Pas ici, pas lors de la séance d'ouverture. Le timing était crucial, la pression devait monter. Alors, pour l'instant, Isaiah est resté mesuré. Il a contesté le calendrier de l'accusation. Il a remis en question l'intégrité de la chaîne de preuves. Pendant tout ce temps, il a gardé les yeux fixés sur le juge,
sans jamais le rompre, parlant avec un calme qui déstabilisait même les plus aguerris des tribunaux. 2 semaines avant que le procès ne dégénère en un drame judiciaire plus grand que tout ce qu'Isaiah avait imaginé, il était plongé dans ses recherches à la bibliothèque de droit de Jefferson Hall. Il était tard, les vitraux étaient éteints depuis longtemps, et le bâtiment était creux et silencieux, à l'exception des craquements légers du vieux bois et du léger frottement de ses baskets usées sur le sol de marbre. Isaiah avait passé tant de nuits ici, entouré de montagnes de textes juridiques et de dossiers surlignés, que l'odeur du papier et de l'encre s'accrochait à son sweat à capuche comme de la fumée. Il ne se contentait pas d'étudier le droit, il le traquait, le décortiquait, le tirait à la lumière, jusqu'à ce qu'il révèle quelque chose d'utile, de réel. Il savait que la vie de Leon Vance en dépendait. Ce soir-là, Isaiah revenait des archives avec un recueil de lois poussiéreux sous le bras lorsqu'il s'arrêta devant une salle de conférence dont la lourde porte en chêne était légèrement entr'ouverte. Il n'avait pas eu l'intention de s'arrêter, juste un regard furtif, mais une voix familière le figea sur place. Le procureur Caldwell, calme, précis, suffisant. Une autre voix se joignit à elle, plus basse, plus aiguë, impatiente. Le sénateur Ronan Blake. Isaiah recula instinctivement dans l'ombre du mur du couloir, le cœur battant la chamade. Il ne bougea pas, ne respira pas trop fort. Les voix à l'intérieur ignoraient la présence de l'espion juste derrière l'encadrement de la porte. « Vous savez qu'on ne peut pas laisser ce procès être rendu public, » rétorqua Blake d'un ton sec, chaque syllabe chargée de menaces. « Si ça se sait, ce que Tullis a vraiment fait, la moitié de la ville va brûler. Ces images étaient censées être enterrées. »« Elles sont enterrées, » répondit Caldwell froidement, « mais ce satané gamin les a peut-être déterrées. » L'esprit d'Isaiah fit un déclic comme une serrure qui s'ouvre. Il ne scia pas. Sa demande d'accès à l'information. Il l'avait déposée à son nom 2 semaines plus tôt, et il l'avait reçue avec une note stérile de panne technique, données corrompues, illisible, dommage. Il ne l'avait pas cru. Il en avait donc soumis un autre, sous un pseudonyme cette fois, à une petite entreprise informatique tierce engagée par la ville pour le stockage de données de sauvegarde. C'était un pari risqué, et 3 jours plus tôt, une enveloppe marron quelconque était arrivée dans son casier d'école, sans marque, mais reconnaissable entre mille. À l'intérieur, une simple clé USB. Il avait visionné la vidéo 10 fois depuis. Il avait vu Leon Vance reculer, les paumes ouvertes, dans la lumière granuleuse du lampadaire, Tullis avancer, l'attraper par le col, le plaquer sur le trottoir, puis fouiller dans sa poche arrière avant de placer le tesson de bouteille à côté de la silhouette froissée de Léon. C'était une mise en scène flagrante, et tout était là, sur vidéo. Isaïe n'en avait parlé à personne, ni à Charles Darnell. Ses rares amis proches ne traînaient plus sur le campus de Jefferson. Il devait attendre le bon moment, une fuite, et il l'enterrerait avec la vérité. Maintenant, dans le présent, la salle d'audience vibrait d'une tension silencieuse, tandis que les requêtes en cours de procès occupaient le devant de la scène. Isaiah se tenait à la table de la défense, vêtu de son costume gris anthracite sur mesure, l'air indéchiffrable. En face de lui, l'inspecteur Mark Tullis était confortablement installé à la barre des témoins, vêtu non pas d'un uniforme, mais d'un élégant blazer bleu marine, les mains jointes avec des involtures. Il ressemblait à quelqu'un dans un talk-show, pas sous serment. Sa mâchoire se contracta d'amusement lorsqu'il décrivit le comportement de Léon ce soir-là. Erratique, dangereux, animal. Des mots choisis délibérément. Objection, intervint Isaiah d'une voix calme mais ferme, le son tranchant la salle d'audience comme un scalpel. Le juge haussa un sourcil sans lever la tête. Pour quel motif? Un langage raciste codé destiné à influencer le jury, répondit Isaiah, soulignant également qu'aucune évaluation psychiatrique n'avait été présentée comme preuve pour étayer de telles affirmations. Il garda les yeux fixés sur Tullis. L'officier sourit. Le procureur tenta de réprimer un rire. Tullis n'en prit pas la peine. Il se pencha légèrement en avant,
croisant le regard d'Isaiah. « C'est un projet scolaire ou quoi, gamin ?» demanda-t-il avec un sourire condescendant. « Tu fais semblant ici ?» Cette salle d'audience est réservée aux vrais avocats. Isaiah ne broncha pas. Au lieu de cela, il se retourna lentement, se dirigea vers la table des preuves et prit la clé USB qui l'attendait. Il la brandit en l'air, son reflet argenté illuminant les plafonniers. « Alors, permettez-moi de vous présenter des preuves bien réelles qui pourraient vous rappeler que ce n'est pas un jeu. » Tous les yeux dans la salle d'audience le suivirent tandis qu'il insérait la clé dans l'écran du tribunal. L'écran vacilla, puis s'alluma. La vidéo commença. Il n'y eut aucun son, seulement les images brutes d'une caméra de surveillance perchée au-dessus d'un parking en face du magasin d'alcool. Pendant quelques secondes, rien ne se passa, juste le bourdonnement nocturne de la ville, les phares flottant sur l'asphalte. Puis tout commença. Léon apparut le premier, trébuchant légèrement, sa veste déchirée. Tulis le suivit, ne marchant pas, mais chargeant. La salle était silencieuse. Même le juge semblait retenir son souffle. Léon leva les mains. Tulis se précipita. Ils entrèrent en collision et Léon heurta violemment le sol. Puis, la séquence inimitable, Tulis tendant les bras, plantant ses pieds, reculant comme s'il se rappelait soudain que sa prestation était enregistrée. Un murmure parcourut la salle comme le vent dans des feuilles sèches. Puis, des halètements, audibles maintenant, certains du jury, d'autres de la galerie. Lorsque la vidéo montra Tulis enfonçant sa botte dans le flanc de Léon alors que l'homme était déjà menotté et immobile, la réaction devint viscérale. Un juré se couvrit la bouche. Un autre secoua la tête. Le juge se pencha en avant. Il ne dit rien, mais son regard se posa sur le procureur, soudain immobile. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, le juge Hollister frappa brusquement de son marteau et ordonna une suspension d'audience. Aucune explication, juste une suspension d'audience. « Huissier, 10 minutes. L'audience reprendra sous peu. » Les mots tombèrent à plat, efforcés. Isaiah se retourna vers la table de la défense, les mains fermes, mais son pouls battait comme un tambour de guerre. Il venait de briser le cœur pourri de l'affaire aux yeux du monde entier. Et il savait qu'il ne l'accepterait pas sans réagir. Quelques minutes plus tard, alors qu'il classait ses notes et préparait la stratégie pour la phase suivante, l'huissier s'approcha de lui discrètement, se penchant vers lui. « Il y a quelqu'un qui attend pour vous parler dans le hall, » chuchota l'homme d'un ton sec et prudent. Isaiah hocha la tête et sortit de la salle d'audience. Le couloir était plus frais, plus calme, mais pas vide. 3 hommes en costume sombre se tenaient près des distributeurs automatiques, les yeux rivés sur lui dès qu'il franchit les portes. Ce n'étaient pas des policiers, mais ils se déplaçaient comme des hommes de main, épaules carrées, chaussures cirées, expression grave. L'homme au centre s'avança. La cinquantaine. Bouton de manchette en or. Une fine cicatrice dans le cou, comme une trace de crayon. Il sourit, mais sans chaleur. « Tu dois abandonner cette affaire, fiston, » dit-il d'une voix basse et égale. « Tu es intelligent, trop intelligent pour te laisser écraser par ce qui va arriver. » Isaiah ne scia pas. Il scruta leur visage, remarqua les attaches de badge dissimulées sous leur veste, les bosses subtiles sous leur ceinture, des carnets ou des armes, peut-être les deux. Il ne recula pas. Il ne détourna pas le regard. « Alors, vous feriez mieux d'apporter tout ce que vous avez, » répondit-il doucement, et il se retourna avant qu'il ne puisse répondre. Il ne vit pas le sourire narquois de l'homme s'estomper, ni le regard qu'ils échangèrent en s'éloignant. Mais il le sentit. Le changement, la reconnaissance, ce n'était plus une simple escarmouche au tribunal, c'était la guerre. Et Isaiah Wynne, 17 ans, prodige du droit et fils d'un concierge et d'une institutrice, venait de se déclarer une menace pour le système lui-même. Le tribunal se réunit à nouveau dans une atmosphère électrique de pression et de possibilités. L'air était différent maintenant, plus épais, plus serré, comme si les murs même de la salle d'audience avaient absorbé le poids de ce qui s'était passé. Fini le temps des procédures silencieuses et des postures décontractées.
La fuite des images de surveillance avait fait l'effet d'une bombe dans la conscience de la ville. Lorsque l'huissier a rappelé l'audience ce matin-là, tout le pâté de maisons entourant le palais de justice était sous surveillance renforcée, bordé de manifestants brandissant des pancartes peintes en lettres noires et rouges. Justice pour Léon, fin de l'immunité qualifiée. Certains brandissaient le nom d'Isaïe comme une bannière. D'autres scandaient, non pas de colère, mais pour exiger des comptes. La juge Hollister entra avec son calme habituel, mais son regard trahissait quelque chose de différent, la vigilance ou peut-être la prudence. Pas de la peur, pas encore, mais la conscience que les prochaines étapes résonneraient bien au-delà de ces murs. Derrière son bureau, quelques heures auparavant, elle avait rencontré le procureur Caldwell et 2 représentants de la mairie. Ils n'étaient pas venus pour débattre. Ils étaient venus pour exercer une pression. Les images, insistait-il, avaient été obtenues sans autorisation. Elles étaient irrecevables, peu fiables, potentiellement provocatrices. La voix de Caldwell était sèche et inflexible lorsqu'il avait formulé leurs attentes. Exclure les preuves, et vite. La juge avait écouté, hochant lentement la tête, mais elle ne leur avait pas donné ce qu'ils voulaient. Car le faire en audience publique serait trop évident, trop corrompu, et tout le monde verrait la chose pour ce qu'elle était, une collusion. Et donc, pour l'instant, les images étaient là. Isaiah sentit le changement dans la salle dès qu'il s'avança pour reprendre son contre-interrogatoire. Son allure avait changé aussi. Il se tenait plus grand, sa voix plus assurée. Les rides sous ses yeux, creusées par des nuits blanches et des recherches acharnées, lui conféraient une gravité bien supérieure à son âge. Il n'était plus l'adolescent prodige qui tentait sa chance au tribunal. Il représentait désormais une menace réelle. Et le système le savait. Il ne perdit pas de temps pour révéler la vérité suivante. Le casier judiciaire de Leon Vance avait été brandi dès les premières étapes du procès, présenté comme un schéma, une justification, une diffamation. Mais Isaiah avait approfondi, épluchant des années de données et de schémas d'accusation qui avaient mystérieusement disparu avant la mise en accusation. Il y avait des entrées qui n'auraient pas dû exister, des accusations de troubles à l'ordre public à des dates où Léon avait été confirmé en kinésithérapie après un accident du travail. Une citation à comparaître pour résistance à l'arrestation liée à un incident survenu dans un comté qu'il n'avait jamais visité. Isaiah recoupait les horodatages, les commissariats et les transferts internes au service. Tous les chemins menaient au commissariat de l'agent Mark Tullis. C'était subtil, chirurgical, le genre de falsification conçue non pas pour condamner, mais pour salir. Assez pour influencer l'opinion publique, empoisonner un jury, dépeindre Léon, non pas comme une victime, mais comme un homme à la personnalité bien définie. Tandis qu'Isaiah exposait le tout, les documents s'affichant un par un sur le rétroprojecteur, la salle d'audience semblait à nouveau retenir son souffle. Les jurés se redressaient. La tension montait à la table de l'accusation. L'expression de la juge ne changea pas, mais ses doigts cessèrent de parcourir ses notes. Chaque entrée fabriquée qu'Isaiah dévoilait enlevait une couche supplémentaire à l'illusion de crédibilité que l'État avait tenté de construire. Mais la résistance à la vérité ne se limitait pas à des regards sceptiques ou à des manœuvres juridiques. Ce soir-là, Isaiah retourna dans sa chambre universitaire et trouva la porte légèrement entr'ouverte. Rien ne manquait à l'intérieur, mais le message avait été laissé délibérément. Un crayon cassé en 2, et posé soigneusement sur son ordinateur portable. Il le fixa un long moment, immobile. Il ne le dit à personne. Au lieu de cela, il ferma la porte, la verrouilla, et ouvrit le courriel anonyme qu'il avait reçu plus tôt dans la journée. Pas d'objet, juste une seule pièce jointe, un fichier audio. Il brancha son casque, appuya sur lecture et écouta. La voix était reconnaissable entre toutes. Tullis, en pleine conversation, riait avec quelqu'un d'autre dans ce qui ressemblait à un vestiaire. « Le gamin n'a même pas fait de swing, mec. »
Il est juste resté planté là, l'air idiot. Il fallait que je lui donne un souvenir. La voix se brisa d'un rire. Je lui ai appris le respect. C'est comme ça qu'on gère les petits voyous insolents. La vidéo se termina par le bruit d'un casier qui claquait. Isaiah resta assis dans le noir un long moment, le casque toujours sur les oreilles, la pièce lourde d'un silence. Il ne savait pas qui avait envoyé le fichier. Un lanceur d'alerte, clairement. Quelqu'un au sein du département. Peut-être quelqu'un las de voir la corruption se propager. Ou peut-être quelqu'un qui avait peur d'être le prochain. Quoi qu'il en soit, c'était une pièce du puzzle, et elle était accablante. Le lendemain matin, au tribunal, Isaiah présenta l'enregistrement comme preuve supplémentaire. L'accusation riposta avec véhémence, mettant en doute son origine, son authenticité, sa légalité. Mais Isaiah rappela au tribunal que les enregistrements vocaux dans les espaces de travail public ne violaient pas les lois sur le consentement dans leur juridiction. Le juge l'autorisa. L'enregistrement fut. Au dernier jour des plaidoiries, la ville elle-même avait l'impression de retenir son souffle. Le palais de justice était désormais encerclé non seulement par des manifestants, mais aussi par des barrages de police et des camions des médias nationaux. La mairie était silencieuse. Les réseaux sociaux étaient saturés d'images du procès. Des personnalités nationales intervenaient. Un ancien avocat des droits civiques qualifiait Isaiah de avant-garde d'un nouveau mouvement juridique. D'autres le qualifiaient simplement de trouble-fête, mais la salle d'audience lui appartenait toujours. Il s'est présenté devant le jury cet après-midi-là sans note. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était calme, mais elle emplissait la salle comme une marée montante. « Cette affaire ne concerne pas seulement la liberté d'un homme, a-t-il déclaré, son regard parcourant les 12 jurés assis, s'arrêtant sur chacun d'eux. Il s'agit de savoir jusqu'où nous laisserons le pouvoir s'étendre avant qu'il n'enfreigne la loi elle-même. Il leur a rappelé que les lois n'étaient pas des armes pour les puissants, c'étaient des promesses. Et lorsqu'ils ont échoué, lorsqu'ils ont été manipulés par des hommes comme Tullis et protégés par des institutions comme le bureau du procureur, ce n'était plus seulement l'accusé qui était jugé. « Mon client n'est pas jugé », dit-il doucement. « Votre conscience, oui. » Il n'y eut aucune réaction du jury, mais il n'en avait pas besoin. Le silence était suffisant. Il était pesant, pensif. Mais ce n'était pas fini. Quelques minutes avant la lecture du verdict, les portes de la salle d'audience se sont fermées de manière inattendue. La juge Hollister a convoqué les 2 équipes juridiques dans son cabinet. La confusion s'est emparée de la galerie, tandis que les murmures montaient et descendaient comme une marée. Lorsqu'Isaiah entra dans la salle derrière le banc, il vit la tension déjà gravée sur le visage du juge. Une requête était parvenue du bureau du gouverneur, une injonction officielle, retarder le procès, invoquer la sécurité publique, escalade des tensions, prudence, stabilité. Tout cela était habillé en langage bureaucratique, mais l'intention était claire. Enterrer le procès, étouffer le verdict, couper court à l'élan. Caldwell parlait déjà avant qu'Isaiah ne puisse répondre. Les images, l'enregistrement audio du lanceur d'alerte, les manifestations à l'extérieur, tout cela était devenu trop important, arguait-il. Un délai permettrait à la ville de respirer. Isaiah s'avança, tremblant de colère mais parlant avec précision. « Respectueusement, votre honneur, si vous accordez cette injonction, commença-t-il, puis marqua une pause, la regardant dans les yeux. Vous confirmerez ce que toute la ville craint, que la loi plie devant les puissants et brise les innocents. » La juge Hollister ne répondit pas tout de suite. Elle l'observa longuement. Ses doigts tapotèrent l'accoudoir de sa chaise, puis s'immobilisèrent. Elle ne regarda pas seulement Isaiah, mais ce qui le représentait. La vérité dite face à une machine conçue pour l'écraser. Elle se tourna vers la table. « Nous procédons, » dit-elle. Et voilà, le verdict serait prononcé. Le jury rendit son verdict dans moins de 3 heures. Il n'y eut pas de fanfare dans la salle, pas de murmure dans la foule, juste une tension silencieuse et tendue qui pesait sur la poitrine de chacun comme un ressort.
Une femme au dernier rang serrait son sac à main contre ses genoux, les jointures pâles, comme si elle se préparait à une vague. Le contremaître se leva, une simple feuille de papier à la main. Sa voix était ferme, mais l'air vibrait sous le poids de la décision. Non coupable. Leon Vance pleura dans ses mains, ses épaules tremblantes par des années de peur et d'isolement cédant enfin la place à la liberté. Il ne se leva pas. Il ne pouvait pas. Ses jambes le trahirent à cet instant, trop faible pour supporter le poids de la libération. Derrière lui, sa mère sanglotait, la tête baissée comme pour prier, et la femme assise à côté d'elle, une voisine présente tous les jours du procès, tendit la main et la serra fermement. Isaiah s'assit lentement, tous les muscles de son corps endoloris, son costume bleu marine trempé de sueur, le col collé à son cou. La chaleur dans la salle d'audience était devenue pesante à mesure que la journée avançait, mais il ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent. Il était lourd de tout, non seulement de fatigue, mais aussi de l'ampleur de ce qui venait de se passer. Il avait gagné. Mais alors même que le juge licenciait le jury et que l'huissier ordonnait à la foule de rester assise, Isaiah savait que, devant les portes du tribunal, la bataille ne faisait que commencer. Il quitta les palais de justice par une sortie latérale. Les manifestants s'étaient rassemblés devant, leur chant devenant de plus en plus fort à mesure que la nouvelle du verdict se répandait. Les journalistes se ruèrent vers l'entrée principale, caméras braquées, micro prêts. Quelque part dans la foule, quelqu'un cria son nom, suivi d'un autre avec une question qu'il ne saisit pas. Mais Isaiah ne ralentit pas. Il traversa l'allée où étaient garées les fourgonnettes de service, le cœur battant encore à tout rompre. Dans les jours qui suivirent, la ville se transforma en une fournaise scrutatrice. Les journalistes commencèrent à fouiller, non pas Isaiah, mais le système qu'il avait dénoncé. La fuite des images du passage à tabac de Léon avait ouvert une nouvelle brèche. Ce qui avait commencé comme une vague se transforma en raz-de-marée. Plusieurs fonctionnaires municipaux furent nommés dans un dossier de lanceur d'alerte publié anonymement en ligne. Le dossier comprenait des documents, notes internes, rapports falsifiés, enregistrements audio, tous révélant un réseau de corruption tentaculaire. Corruption, manipulation d'affaires, arrestation ciblée. Le sénateur Ronan Blake a démissionné brusquement, invoquant des affaires personnelles dans une tentative à peine voilée d'éviter la tempête. Mais le mal était fait. Son nom figurait dans de nombreux documents, dont l'un confirmait qu'il avait exercé des pressions pour que certains agents, dont Ulysse, soient protégés de toute sanction disciplinaire. Le procureur Caldwell a été mis en examen pour suppression de preuves, non seulement dans l'affaire Léon, mais dans au moins 6 autres affaires remontant à 5 ans. Les dossiers des tribunaux ont été rouverts. Les avocats de la défense d'affaires plus anciennes ont déposé des requêtes. Les fondements juridiques de la ville ont été ébranlés. L'inspecteur Tullis a été suspendu, sans solde. Son badge et son arme ont été rendus dans le même commissariat qu'il avait autrefois dirigé avec une autorité sans faille. La division des affaires internes a lancé une enquête criminelle de grande envergure sur sa conduite. Elle a interrogé des dizaines d'agents, passé au peigne fin les enregistrements des caméras corporelles et interrogé la direction du commissariat. D'autres démissions ont suivi, discrètes et craintives. Le département saignait de l'intérieur, mais Isaiah ne s'est pas réjoui. Il ignora la multitude de demandes d'interviews. Il déclina les offres des chaînes d'information, les invitations aux podcasts, les articles de presse le qualifiant de prodige. Les courriels de la faculté de droit arrivèrent également, pleins d'éloges et de promesses fleuries, bourse complète, admission anticipée, reconnaissance publique. Rien de tout cela ne l'émut. Il savait qu'il valait mieux ne pas se laisser tromper par un moment de lucidité et croire que le travail était terminé. 2 soirs après le procès, Isaiah se tenait devant un petit porche au sud de la ville. La maison appartenait à Charles Darnell, autrefois une figure emblématique du contentieux judiciaire, désormais confiné à un fauteuil roulant. La lumière du porche vacillait, tandis que des insectes bourdonnaient paresseusement autour. Isaiah frappa une fois et entra après avoir entendu un faible appel. Ils restèrent assis dehors en silence pendant plusieurs minutes avant que l'un ou l'autre
ne prenne la parole. Charles l'observa avec la lassitude d'un homme qui avait vu trop de victoires annulées et trop d'hommes de valeur brisés. Son regard s'attarda sur le visage d'Isaïe, y cherchant des fissures. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était douce, comme alourdie par le souvenir. Il dit à Isaïa qu'il avait ébranlé le système. Isaïa hocha lentement la tête. La nuit était lourde d'humidité et il sentait la sueur perler dans sa nuque. Il ne parla pas tout de suite, son regard se perdant dans l'ombre au bord de la cour. « À peine, répondit-il. Il est encore debout. » Charles sourit faiblement. « Il connaît ton nom maintenant, dit-il. » Isaïa ne pouvait le nier. La presse s'était accrochée à lui, placardant son visage sur tous les grands médias. Ils décortiquèrent ses plaidoiries. Un présentateur le présenta comme un futur juge à la Cour suprême. Un autre le qualifia de voix d'une nouvelle génération. La tension était surréaliste, indésirable. Il ne l'avait pas fait pour les caméras ou les applaudissements. Il l'avait fait parce qu'un garçon avait été brutalisé et presque enterré, vivant par un système qui s'attendait à ce que personne ne s'en soucie. Il évitait les apparitions publiques. Dans les épiceries, il gardait la tête basse. Dans les stations-service, il restait dans sa voiture. Pourtant, on le trouvait. Un jeune homme l'arrêta sur le trottoir juste pour le remercier. Une femme âgée lui glissa un mot plié dans la main devant une pharmacie. À l'intérieur se trouvait une coupure de presse d'une affaire vieille de plusieurs décennies où son petit-fils avait été condamné à tort. Les histoires continuaient d'affluer. Chacune rappelait que le procès de Léon n'était pas la fin. Juste une fissure dans le barrage. Les semaines passèrent. La ville tenta de rétablir l'ordre, mais les cicatrices étaient trop récentes. La mairie tint une conférence de presse promettant des réformes. Une nouvelle commission fut créée pour examiner les fautes policières. Des observateurs indépendants furent dépêchés. Mais Isaïa avait déjà vu ses gestes. Il se méfiait de la fumée. Il observait les manœuvres en coulisses. Les noms changeaient, les titres changeaient. Mais le moteur, la machine qui écrasait les innocents tout en protégeant les coupables, grondait toujours. Il commença à examiner d'anciennes affaires pendant son temps libre. Il rendait visite aux familles de personnes injustement incarcérées. Il assistait à des audiences où personne ne prêtait attention. Il posait des questions discrètes. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Tous les tribunaux n'étaient pas équipés de caméras. Toutes les injustices ne faisaient pas la une des journaux, mais elles étaient là, empilées dans des chemises en papier kraft et à l'encre délavée. Une société de production le contacta pour lui proposer un contrat de documentaire. Il voulait des reconstitutions, des interviews, l'accès à ses notes personnelles. Isaïa ignora le courriel, puis les relances. Il n'avait pas besoin que son histoire soit racontée. Pas encore. Pas alors que tant d'autres s'écrivaient encore en silence. Tard un soir, il rentra chez lui et trouva une autre enveloppe glissée sous sa porte. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photographie, une vue aérienne d'un centre de détention à la périphérie de l'État. Attachée à une simple feuille de papier, un nom, un numéro de dossier, aucune explication. Il la fixa longuement, les coins de la page se gondolant légèrement sous la chaleur. Il reconnut le nom, un mineur, condamné sans avocat. Le lendemain matin, il demanda une faveur à un greffier qu'il avait autrefois aidé. Les dossiers étaient scellés, mais des fissures commençaient déjà à se former. Quelque part, une autre salle d'audience l'attendait. Un autre jeune homme ou une jeune femme se tenait au bord d'un gouffre juridique, priant pour que quelqu'un les voie. Isaïe glissa le document dans son dossier et se remit à préparer. Parce que le génie n'est pas limité par l'âge, et la justice n'est pas intimidée par le rang.